Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons une crise silencieuse qui touche des millions de personnes à travers le monde, la solitude. Nous verrons l'impact de l'isolement social sur notre santé physique et mentale. Et Gillian Rakusin, directrice exécutive de la Fondation pour la connexion sociale, partagera quelques conseils pour faire face à la solitude. De plus, le système de santé électronique du Kenya transforme l'accès aux soins de santé en milieu rural. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Dans notre monde de plus en plus connecté, la solitude est un phénomène silencieux qui prend de l'ampleur, touchant des millions de personnes chaque jour. Des études récentes indiquent qu'un nombre croissant de personnes s'enferment dans un sentiment d'isolement et de déconnexion, ce qui devient une préoccupation de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ une personne âgée sur 4 connaît l'isolement social et entre 5 et 15% des jeunes éprouvent de la solitude à l'échelle mondiale. La solitude peut être ressentie par tout le monde, indépendamment de l'âge, du genre et des facteurs socio-économiques. Un isolement prolongé peut conduire à des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Des études ont montré également des liens entre la solitude et des problèmes de santé physique. L'OMS fait de la solitude une priorité de santé mondiale avec le lancement d'une nouvelle commission sur la connexion sociale pour faire face à cette menace de santé pressante que l'organisation qualifie d'épidémie mondiale. Allons à Casablanca, au Maroc, où Emmanuel Mouadjidibé et Emmanuel Ngapela de la VOA ont réalisé ce reportage. On parle d'isolement ou de solitude dans le cas d'une absence d'interaction sociale causée par une maladie physique, des troubles mentaux ou des problèmes sociaux. Quand l'isolement est dû à une maladie physique, on parle d'isolement forcé pour éviter que le malade ne contamine les autres. Il peut aussi être dû à des problèmes de mobilité chez des patients atteints de maladies qui les rendent dépendants des autres. Il y a aussi des personnes dont l'isolement est dû aux troubles mentaux. Au cas où il est causé par un trouble mental, autant que psychologue, on agit sur le trouble. Donc, si l'isolement est causé par le trouble anxieux, on travaille avec le patient sur son trouble anxieux. On peut utiliser différentes méthodes comme la thérapie cognitivo-comportementale, différents types de thérapies. S'il est causé par la dépression, on agit sur la dépression. Donc. Chez des sujets plus jeunes, l'isolement peut être dû au harcèlement et intimidation en dehors du cadre familial d'une part et à certains comportements des parents ou à leur négligence à la maison d'autre part. On peut également constater l'isolement chez ceux qui ont une surexposition aux écrans. Cela se traduit par un manque d'interaction sociale directe au profit des relations et interactions virtuelles sur les réseaux sociaux. Mais il est possible d'y remédier. Il faut impliquer les jeunes souvent de créer des opportunités d'interaction sociale, de favoriser l'inclusion et de renforcer aussi les compétences sociales, des activités de groupe. Il faut les intégrer dans des clubs, des initiatives communautaires et un soutien émotionnel peuvent contribuer à intégrer les jeunes dans leur environnement. Les personnes âgées sont aussi des sujets exposés à l'isolement. Les personnes âgées, il faut encourager des groupes de parole pour les personnes âgées. Il faut que leurs enfants même trouvent du temps pour eux parce que dans notre culture, c'est inconcevable de les mettre dans des maisons de retraite. Surtout, il faut travailler sur le côté de sensibilisation et d'éducation. Selon des spécialistes de la santé, le télétravail très développé depuis la crise sanitaire du Covid est aussi l'une des causes de l'isolement. Il convient donc de faire des sensibilisations en amont sur ces différentes causes auprès de toutes les tranches d'âge et couches sociales.
Quelles circonstances vous font ressentir de la solitude et comment faites-vous pour y remédier? Voici quelques réactions en provenance d'Addis Abeba en Éthiopie. Le sentiment de solitude survient pour différentes raisons. Vous serez confronté à différentes choses dans la vie. Parfois, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. On peut avoir des amis, mais on peut aussi se sentir seul dans ces moments-là. Il peut y avoir de nombreux incidents qui vous font sentir seul. Par exemple, lorsque vous avez besoin de quelque chose et que vous ne pouvez pas l'obtenir, vous pouvez finir par vous dire que si cette personne avait fait partie de ma vie, j'aurais pu l'obtenir. J'ai vécu l'expérience de me sentir seul. Je suis allé à l'église et j'ai surmonté ce problème spirituellement, mais j'ai aussi le sentiment qu'il pourrait être résolu en rencontrant d'autres personnes. Rencontrer des membres de la famille, des amis et d'autres personnes vous aidera à vous sentir mieux. Quand je me sens seule, je passe du temps avec mes amis, mais si je ne peux pas le faire, je vais à l'église et je prie. Et pendant que je suis seule, je réfléchis à la manière de résoudre ce sentiment et de me sentir reconnaissant de ce que Dieu m'a accordé. J'essaierai de méditer sur le fait que ce qui m'est donné est plus que ce que je demande. C'est ainsi que vous pourrez vaincre le sentiment de solitude. Gillian Rakusin est la directrice exécutive de la Fondation pour la connexion sociale des États-Unis. Elle explique les défis liés à la solitude et partage quelques conseils. L'isolement et la solitude chronique peuvent être préjudiciables à notre bien-être mental et physique. Nous avons constaté que l'isolement chronique peut accroître le risque de maladies cardiaques, de démence et d'anxiété liées à la maladie d'Alzheimer, de dépression, de diabète et d'autres problèmes de santé connexes. Nous savons également qu'il peut augmenter de 26% le risque de décès prématuré, ce qui est vraiment surprenant lorsque l'on commence à réfléchir à ces chiffres. Nous savons également qu'à l'inverse, de bons rapports sociaux peuvent nous protéger contre ces maladies. Elles peuvent augmenter notre taux de survie de 50%. Nous avons vu en particulier lors de la pandémie de Covid-19 que même avant cela, n'importe qui peut être confronté à ce type de situation. Ainsi, nous constatons actuellement que les personnes âgées de 9 à 19 ans connaissent un taux élevé d'isolement social et de solitude, de même que les milléniaux et les autres jeunes adultes. Nous savons également que les personnes âgées sont très exposées à l'isolement social. Souvent, elles sont confinées chez elles et ne peuvent pas sortir. Nous savons également que les nouvelles mères, les anciens combattants, les personnes handicapées, la population LGBTQ+, la population biparentale, d'autres groupes historiquement marginalisés et les personnes qui ne se sentent pas à leur place n'ont pas d'endroit qui les accepte. Nous savons donc que pour les relations individuelles et interpersonnelles, des choses comme la méditation, la gratitude, la réflexion, la thérapie cognitive comportementale et d'autres types d'interventions individuelles peuvent être très utiles. Nous savons également qu'en ce qui concerne les relations interpersonnelles, des interventions telles que les visites amicales ou le bénévolat, qui permettent à quelqu'un de rencontrer d'autres personnes au sein de la communauté, peuvent être un excellent moyen d'intervenir sur les sentiments d'isolement ou de solitude. Y a-t-il des lieux de rassemblement dans la communauté, comme un centre communautaire, où les gens se sentent en sécurité et où ils ont l'impression d'être inclus? Y a-t-il des parcs, des bibliothèques, d'autres points d'accès où les gens peuvent créer des occasions d'être ensemble? Il s'agit vraiment de réfléchir à la manière dont nous pouvons créer les conditions de l'environnement qui permet aux gens de mieux se connecter. Le ministère de la Santé du Kenya a déployé un système d'information de santé numérique pour aider les travailleurs à diagnostiquer les patients et à stocker leurs dossiers médicaux. Mohamed Youssouf rapporte d'un village de l'ouest du Kenya où les hôpitaux ont enregistré une augmentation du nombre de personnes demandant de l'aide médicale depuis le lancement du système. Mildred Owegi fait partie des 3000 promoteurs de santé communautaire du comté de Kisumu dans l'ouest du Kenya. Au service de la population depuis 30 ans, elle utilise depuis peu un système numérique d'information sur la santé dans le cadre de son travail. Une application pour téléphone lui permet de diagnostiquer les maladies avant d'administrer des médicaments et de déterminer le moment opportun pour conseiller aux patients de se rendre dans un centre de santé. Normalement, nous utilisons ces documents, mais le téléphone est une bonne chose. Le téléphone vous indique ce qu'il faut faire. Alors, vous pouvez faire ce que le téléphone vous dit pour que vous soyez correct.
Des patients comme Liliane Okello, mère des jumeaux, ont adopté le nouveau système. J'aime la façon numérique de prendre les données de santé des enfants parce que quand ils viennent, je les vois toujours lire ce qu'il y a sur le téléphone et faire exactement ce qu'ils sont censés faire par rapport à la méthode manuelle. Le Kenya a lancé le système d'information sanitaire numérique le mois dernier en fournissant des téléphones intelligents à 100 000 agents de santé dans l'ouest du pays dans le but d'améliorer la qualité des soins de santé. Les experts en santé affirment que ce système pourrait rapprocher le Kenya de la couverture sanitaire universelle en garantissant l'accès aux services de santé à tout moment et en tout lieu. Au cours des dernières semaines, dans cet hôpital du comté de Kisumu, le nombre de patients en quête de services médicaux est passé de 700 à 1800. Le nombre de patients a beaucoup augmenté. Il y a des gens qui ont beaucoup progressé en termes de numérisation des clients atteints du VIH et de la tuberculose parce que nous pouvons les détecter très tôt. Nous les appelons un jour avant et ils viennent. Le gouvernement local affirme que le déploiement de systèmes électroniques lui permet de planifier les besoins en soins de santé de la population. Nous n'avons pas besoin de chercher des données parce qu'elles sont à portée de main et nous pouvons les utiliser pour faire des projections. Par exemple, nous pouvons dire que l'année prochaine, nous prévoyons tel nombre d'accouchements. Cette année, nous prévoyons de consommer telle quantité de produits. Cette année, c'est notre niveau de morbidité de base. Donc, nous prévoyons que l'année prochaine, nous devrons préparer quelque chose de similaire ou quelque chose de plus ou moins élevé. Le projet se heurte néanmoins à des difficultés telles que l'absence des réseaux de données fiables dans certaines régions. Pour l'instant, il est conseillé aux agents de santé de rechercher des endroits disposant d'une bonne connexion Internet lorsqu'ils viennent en aide aux personnes dans le besoin. Lorsque sa vie a été touchée par l'autisme, Jonathan Trichter a changé de carrière et cofondé Foundry Learning Center. Le centre est un programme éducatif alternatif de jour pour les étudiants autistes et d'autres handicaps développementaux. Jonathan a également lancé le projet Autism Transit, permettant aux enfants autistes de partager des annonces dans le cadre du mois de la sensibilisation à l'autisme. Lorsque vous fréquentez des enfants autistes, vous connaissez ce phénomène. Ils persévèrent, c'est-à-dire qu'ils se concentrent intensément sur des choses que les personnes neurotypiques trouvent sans intérêt. Il s'agit souvent de prouesses d'ingénierie mécanique que nous rencontrons tous les jours. C'est particulièrement vrai pour les transports en commun et les trains. Cela combiné au fait que ces mêmes enfants n'accèdent pas naturellement au langage comme le font les enfants neurotypiques. Ils s'accrochent aux phrases qu'ils entendent dans les endroits où ils se concentrent. À New York, ça pourrait être « éloignez-vous des portes qui se ferment ». À partir de là, je n'ai pas hésité à poser la question à l'autorité métropolitaine des transports l'année dernière à l'occasion du mois de la sensibilisation à l'autisme d'autoriser ces enfants à enregistrer leur propre version des annonces qu'ils attendent. La MTA a accepté et c'est tout à son honneur. Si vous voyez quelqu'un qui risque de tomber sur les rails, veuillez demander de l'aide immédiatement. Prévenez un agent de police ou un employé de la MTA. Soyez prudents et joyeux mois de la sensibilisation à l'autisme. Lorsque Jonathan a lancé le projet l'année dernière, j'étais à fond dedans. J'étais prêt. Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 11 ans. Merci à l'administration des transports en commun de m'avoir permis d'utiliser mon dispositif d'assistance à la communication pour faire une annonce dans le cadre du mois de la sensibilisation à l'autisme. La MTA travaille dur pour garder nos gares et nos voies propres. Veuillez emporter vos déchets avec vous et utiliser les poubelles situées sur les quais. Merci de voyager avec la MTA New York City Transit. Il est très fier de sa propre voix. Je veux qu'ils apprennent à lire, à écrire et à être autonomes. Je veux qu'ils aient un plan de carrière. Je veux qu'ils apprennent à aimer. Je veux qu'ils soient aimés. Je veux qu'ils fassent partie de la vie humaine et qu'ils se sentent en confiance pour y participer. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X, @Lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.